J'ai compris que mon frère me mentait quand l'huissier a mentionné une chaudière. Alors que ma mère se chauffait encore avec les mêmes vieux radiateurs que je purgeais chaque hiver. Je m'appelle Nicolas, j'ai 36 ans, et je travaille comme conducteur de travaux dans une petite entreprise de rénovation à Montreuil. Je vis à Saint-Ouen, dans un appartement de 2 pièces au 4e étage d'un immeuble des années 60, sans ascenseur. Je le rénove moi-même le soir, lentement, entre 2 devis et 2 réunions de chantier. Ma cuisine est encore à moitié démontée, avec des carreaux de crédence posés seulement d'un côté et un évier qui fait un bruit de tracteur quand il se vide. Dans ma famille, on m'a toujours présenté comme celui qui s'en sort bien. Ça sonnait comme un compliment, surtout pendant les repas du dimanche, quand ma tante Sandrine disait ça en coupant le poulet rôti. En réalité, ça voulait surtout dire que dès qu'un problème d'argent apparaissait, on finissait par prononcer mon prénom. Pas forcément au début. D'abord on parlait de solutions, de coups durs, de famille. Puis quelqu'un soupirait, et la phrase arrivait toujours au même endroit, il faudrait appeler Nicolas. Le problème, cette fois, avait un visage très précis, mon frère Thomas. Thomas a 33 ans. Il a toujours eu ce côté charmant qui donne envie de lui laisser une chance de plus. Il sait parler aux voisins, amadouer une secrétaire à la mairie, convaincre un contrôleur qu'il a bien validé son ticket même quand son passe Navigo est resté dans une autre veste. Petit, il arrivait déjà à faire croire que ces bêtises étaient des accidents de météo. Moi, j'étais celui qui rangeait derrière, qui expliquait, qui trouvait une excuse acceptable. En grandissant, ça n'a pas vraiment changé. Les excuses sont devenues des virements. Au début, c'était presque rien. 80 € pour une assurance oubliée. 150 pour une réparation de scooter. 400 pour tenir jusqu'à vendredi. Il m'appelait en fin de journée, souvent quand j'étais dans le RER avec du bruit autour, comme si l'urgence profitait du manque de réseau. Il me jurait que c'était juste un passage à vide et qu'il me ferait le virement le lundi. Le lundi, il remboursait 30 € sur 3 cents en disant qu'il avait commencé, juste pour me prouver qu'il était réglo. Je ne disais rien, ou alors je lui conseillais simplement de faire attention. Il répondait en rigolant, « Oui papa ». Et moi, je raccrochais avec cette fatigue discrète, celle qui ne se voit pas mais qui s'accumule comme de la poussière sur un chantier mal protégé. Notre mère, Françoise, vit à Maison-Alfort, dans un appartement HLM propre mais vieillissant, au 3e étage d'une résidence où tout le monde connaît tout le monde. Elle a 64 ans, une santé fragile et une peur maladive des conflits. Elle garde ses enveloppes administratives dans un tiroir de buffet, entre des piles usées, des vieux tickets de pharmacie et des notices de médicaments pliés en 4. Quand Thomas venait chez elle avec un visage fermé, elle lui faisait du café, elle lui donnait 2 boîtes de conserve, parfois un billet de 20 € qu'elle sortait d'une enveloppe gardée au cas où. Elle savait qu'il avait des soucis, mais elle ne voulait pas savoir combien. Chaque hiver, je passais chez elle pour purger les radiateurs. Je connaissais l'appartement par cœur, les plaintes qui gondolaient près de la fenêtre, la trace d'humidité dans la salle de bain, la chaudière collective de l'immeuble dont elle dépendait, et surtout l'absence totale de chaudière individuelle. Alors, quand un huissier m'a appelé un mardi matin en parlant d'une dette liée à une chaudière à condensation, j'ai senti quelque chose se bloquer dans ma poitrine. J'étais sur un chantier à Bagnolet, casque sur la tête, les chaussures pleines de poussière. Mon téléphone a vibré 3 fois. Un numéro inconnu. J'ai répondu en m'éloignant du bruit de la scie. L'homme au bout du fil a demandé s'il parlait bien à monsieur Nicolas Delmas. J'ai confirmé. La voix était polie, sèche, habituée à ne pas perdre de temps. L'homme m'a expliqué qu'il me contactait au sujet d'un dossier concernant monsieur Thomas Delmas, et que mon nom apparaissait dans des échanges liés à une facture impayée pour une chaudière et une mise aux normes. J'ai regardé le mur en parpaing devant moi, sans vraiment le voir, et je lui ai demandé s'il était sûr de l'adresse pour cette histoire de chaudière. Il a marqué une pause. Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me communiquer tous les éléments par téléphone, mais qu'il était question d'un montant restant dû et d'une régularisation attendue rapidement. J'ai demandé son nom, son étude, la référence du dossier. Il m'a donné ce qu'il pouvait. Il n'était pas agressif, juste factuel. C'est ce qui m'a le plus dérangé. Dans ma famille, tout était toujours enveloppé de soupirs et de phrases vagues. Là, pour la première fois, quelqu'un parlait de manière purement administrative. J'ai raccroché, puis j'ai posé le téléphone face contre une palette de carrelage. Autour de moi, les gars continuaient de travailler. Karim, un collègue, m'a demandé si ça allait.
Je lui ai répondu que oui, que c'était juste un truc familial. Un truc familial. Chez nous, cette expression pouvait couvrir une fuite d'eau, une dette, une dispute, une promesse non tenue ou un mensonge que personne n'avait encore osé nommer. Le lendemain soir, ma tante Sandrine m'a appelé. Elle habite à Créteil, dans une maison mitoyenne où les repas de famille sentent la sauce, le café trop fort et les reproches emballés dans des phrases gentilles. Elle ne m'appelait jamais sans raison. Quand son nom s'est affiché, j'ai su que Thomas avait commencé à préparer le terrain. Dès que j'ai décroché, elle m'a annoncé qu'il fallait qu'on parle sérieusement. J'étais chez moi, à genoux devant un meuble bas de cuisine que j'essayais d'aligner avec un niveau. J'ai coincé le téléphone entre mon oreille et mon épaule pour lui dire que je l'écoutais. Elle a soufflé, comme si elle portait à elle seule le poids de toute la famille. Elle m'a expliqué que Thomas était dans une situation très compliquée, et qu'avec ma mère au milieu, ça devenait délicat. Je lui ai répondu que, justement, je ne comprenais pas. Elle a fini par lâcher le morceau, il fallait réunir 18 700 € avant la fin de la semaine. J'ai lâché le tournevis, stupéfait. Sandrine a continué en expliquant que c'était des frais que Thomas avait avancés pour ma mère. Des travaux urgents, des loyers, une histoire administrative. Elle n'avait pas tout le détail, mais elle affirmait qu'il avait essayé de gérer pour ne pas l'inquiéter, et que maintenant, ça lui retombait dessus. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur. La cuisine sentait la colle à carrelage et le bois coupé. Je lui ai demandé de quel loyer elle parlait, puisque maman était à jour et que je l'aidais à vérifier ses prélèvements tous les 3 mois. Sandrine m'a rétorqué que je savais bien que ma mère ne me disait pas tout. Quand j'ai demandé ce qu'étaient ces fameux travaux urgents, elle s'est agacée. Elle m'a dit qu'on n'allait pas faire un audit, qu'il y avait une urgence. Selon elle, Thomas était au bord d'une procédure, et comme j'avais un CDI et que je gagnais correctement ma vie, je pouvais au moins avancer l'argent en attendant qu'il me rembourse. Le mot avancer m'a donné envie de rire, mais pas d'un vrai rire. Chez Thomas, tout était toujours une avance, même quand l'argent ne revenait jamais. J'ai répondu calmement que je ne pouvais pas sortir 18 700 € comme ça. Sandrine m'a suggéré de faire un prêt ou de puiser dans mon épargne travaux, ajoutant que ma cuisine pouvait attendre, mais pas ma mère. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mon évier, les cartons ouverts, les prises électriques encore pendantes. Ma cuisine attendait depuis 2 ans parce que j'avais déjà payé trop de petits passages à vide. J'ai fini par dire à Sandrine de m'envoyer les documents, factures, créanciers, échéanciers. Ensuite, on pourrait en discuter. Elle a eu un petit silence outré et m'a demandé, presque choqué, si je voulais des papiers pour aider mon frère. J'ai dit oui. Elle a répondu qu'elle trouvait ça triste. J'ai ajouté que moi aussi. Elle a raccroché moins d'1 minute plus tard. 10 minutes après, Thomas m'a envoyé un message vocal sur WhatsApp. Le groupe familial s'appelait La Famille, avec une photo floue prise à Noël, mais lui m'a écrit en privé. Sa voix tremblait juste assez pour faire mal. Il me suppliait de le rappeler, parlant d'une extrême urgence. Il disait qu'il était vraiment coincé, qu'il ne me demandait pas de le sauver lui, mais de protéger maman pour qu'elle ne perde pas la face devant tout le monde. Il affirmait avoir essayé de gérer proprement, mais qu'on lui mettait la pression. Il m'a demandé de faire le virement le soir même, promettant de tout m'expliquer après. Je l'ai écouté 3 fois. Pas parce que je doutais de ce qu'il disait, mais parce que je cherchais ce qu'il ne disait pas. Il ne nommait aucun créancier. Il ne donnait aucune date. Il ne précisait pas les travaux. Il parlait de maman, de honte, d'urgence, mais jamais de facture. J'ai ouvert la fenêtre. En bas, un livreur attachait son vélo à un poteau, un voisin rentrait avec une baguette sous le bras, et le tramway grinçait au loin. J'ai écrit une réponse, je l'ai effacée, puis réécrite, document complet d'abord, facture, créancier, échéancier. Après on parle. Je ne fais aucun virement sur ton compte perso. J'ai appuyé sur envoyer avant de changer d'avis. La réponse de Thomas est arrivée presque aussitôt. Il m'écrivait qu'il ne pensait pas que je lui demanderais des justificatifs comme à un inconnu. Puis, il a ajouté que je savais très bien comment ça se passait et qu'il avait juste besoin que j'avance les fonds. Son dernier message disait que je le laissais vraiment tomber. J'ai posé le téléphone sur la table et je n'ai pas répondu. Le lendemain, le groupe La Famille s'est réveillé avant moi. À 7h12, Sandrine avait écrit que certains oubliaient d'où ils venaient quand ils avaient un salaire stable. À 7h15,
un cousin que je voyais 2 fois par an avait mis un emoji gêné. À 7h23, ma mère avait écrit qu'elle ne voulait pas que nous nous disputions à cause d'elle. Thomas n'écrivait rien dans le groupe. C'était sa manière à lui de laisser les autres travailler pour lui. Dans le métro, serré entre 2 personnes qui sentaient le café et la pluie, je lisais les messages sans répondre. Sandrine continuait d'écrire que dans une famille, on ne comptait pas comme ça, et que l'argent rendait les gens durs en dévoilant les vrais visages. J'ai failli écrire qu'il fallait justement regarder les factures. Mais je me suis retenu. Répondre dans le groupe aurait transformé ça en match. Thomas savait faire les matchs. Moi, je savais lire les dossiers. À midi, ma collègue Nadia m'a trouvé dans la salle de pause avec un sandwich ouvert devant moi et aucune bouchée avalée. Nadia a 35 ans, elle travaille au bureau d'études, et elle a cette qualité rare de dire les choses sans les salir. Elle m'a demandé si c'était encore mon frère. Je l'ai regardé et je lui ai demandé si ça se voyait tant que ça. Elle m'a répondu que quand Thomas m'appelait, j'avais la tête d'un syndic qui découvre une fuite dans 3 colonnes d'eau. Je lui ai résumé la situation. Pas tout, mais assez, les 18 700 €, la chaudière, les messages, la famille qui me tombait dessus. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a posé son yaourt et m'a conseillé de ne rien payer sans preuve. J'ai objecté que c'était ma mère qui risquait d'être prise dedans. Nadia a rétorqué que c'était justement pour ça que je devais vérifier. Aider quelqu'un, selon elle, ce n'était pas faire un virement à l'aveugle juste parce qu'on avait appuyé sur le bouton culpabilité. Je n'ai pas répondu. Elle avait raison, et ça m'agaçait presque parce que ça m'obligeait à faire quelque chose que je repoussais depuis des années, arrêter de confondre le calme familial et le silence pratique. En fin d'après-midi, Thomas a envoyé une capture d'écran. Une seule. Coupée en haut, floue sur les bords, avec un montant partiel visible. Il avait ajouté un message m'indiquant que j'avais mes papiers et qu'il fallait agir avant 18h. J'étais encore au bureau. J'ai zoomé sur l'image jusqu'à ce que les lettres deviennent des carrés. Pourtant, certains mots restaient lisibles. Il y avait un numéro ciré, le nom d'une entreprise de plomberie chauffage, et une ligne qui m'a fait me redresser sur ma chaise, chaudière condensation et mise aux normes locales. Local. Chez ma mère, il n'y avait pas de local. Il y avait un appartement, une cave humide où elle gardait des décorations de Noël, et un compteur électrique qui datait d'un autre âge. Mais pas de local. Et surtout pas de chaudière à condensation. J'ai écrit à Thomas pour lui demander pourquoi le mot local était mentionné, puisque chez maman, ce n'était pas un local. Il a mis presque 20 minutes à répondre. Il m'a dit que c'était leur terme à eux, qu'il fallait laisser tomber, que je connaissais les artisans et qu'ils écrivaient n'importe quoi. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Moi, justement, je connaissais les artisans. Je savais qu'ils pouvaient écrire vite, mal, avec des fautes, mais pas confondre un logement occupé avec un local à mettre aux normes. J'ai pris le numéro ciré visible sur la capture et je l'ai cherché. L'entreprise existait, à Ivry-sur-Seine. Le lendemain matin, à 8h05, j'ai appelé depuis ma voiture, avant de rejoindre un chantier. Un homme a répondu avec un bruit de perceuse derrière lui. Je me suis présenté et je lui ai expliqué que j'appelais au sujet d'une facture qui concernerait ma mère, à Maison Alfort. Je lui ai précisé que j'étais prêt à régler s'il s'agissait bien du logement familial, mais que j'avais besoin de vérifier l'adresse et l'objet. L'homme a couvert le combiné. J'ai entendu quelqu'un crier un prénom au loin. Puis il est revenu. Le nom de ma mère ne lui disait rien. Il m'a demandé un numéro de facture. Je lui ai donné la référence visible, incomplète mais suffisante. Silence. Bruit de clavier. Il m'a ensuite informé que ce dossier n'était pas à Maison Alfort, mais qu'il s'agissait d'un local professionnel à Alfortville. Le nom du client était Monsieur Thomas Delma. J'ai serré le volant et je lui ai demandé s'il en était sûr. Il a confirmé, chaudière, extraction, mise en conformité pour une activité alimentaire légère. Il a ajouté que mon frère lui avait dit que je suivais le chantier de loin, vu que j'étais du métier. Ma bouche est devenue sèche. Je lui ai certifié que je n'avais jamais suivi ce chantier et que je n'avais jamais validé de devis. L'artisan a changé de ton, devenant moins pressé et plus prudent. Il m'a expliqué qu'il avait des emails où mon nom était mentionné, mais aucune signature de ma part. Il a proposé de me transmettre les éléments me concernant si je lui faisais une demande écrite. Je l'ai remercié. Quand j'ai raccroché, je suis resté dans la voiture, moteur éteint, pendant 5 bonnes minutes.
Les gens passaient sur le trottoir avec leurs sacs, leurs écouteurs, leur vie normale. Moi, je venais de comprendre que mon frère n'avait pas seulement demandé de l'aide. Il avait utilisé mon nom comme une garantie. La colère est venue, mais froide. Pas une colère qui fait crier. Une colère qui classe. Le soir même, j'ai ressorti mes relevés bancaires sur 3 ans. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur avec le prénom de mon frère. Le nom m'a fait mal, mais je l'ai gardé. J'ai listé les virements, 80 €, 150 €, 400 €, 1200 € pour une prétendue caution temporaire, 300 € pour une facture EDF dont je n'avais jamais vu l'original. À chaque ligne, je notais le motif écrit dans le message correspondant. Je suis remonté dans l'historique des messages. Thomas avait souvent invoqué maman. Pour les courses de maman, pour éviter un découvert à maman, pour un papier à la mairie pour maman. Pris séparément, chaque message ressemblait à un petit souci. Mis bout à bout, ça dessinait une manipulation bien rodée. J'ai imprimé les captures au bureau pendant ma pause de midi, les mains légèrement tremblantes. Nadia est passée derrière moi, a vu mon visage, et n'a pas posé de questions. Elle m'a juste conseillé de faire 2 copies, une pour moi, et une pour le rendez-vous. Quand je lui ai demandé de quel rendez-vous elle parlait, elle m'a répondu qu'il s'agissait de celui que j'allais prendre avec quelqu'un qui connaissait la loi mieux que mon groupe WhatsApp. Elle avait encore raison. J'ai appelé Maître Vasseur, le notaire qui s'était occupé de la succession de mon grand-père 2 ans plus tôt. Il n'était pas avocat, mais il connaissait notre famille, certains documents, et surtout il savait parler de manière calme quand nous, on mélangeait tout. Il m'a reçu le vendredi matin dans son étude, un endroit trop silencieux avec des fauteuils gris et des dossiers alignés comme si la vie pouvait être rangée correctement. Il a lu les 2 copies sans faire de commentaires inutiles, la facture floue, l'email transféré par l'artisan, les messages de Thomas, mes anciens virements. Puis il a retiré ses lunettes et m'a expliqué que ce que je lui montrais n'était pas une dette familiale, mais une confusion entretenue. J'ai senti mes épaules descendre d'1 centimètre. Je lui ai demandé si je pouvais être obligé de payer, puisque mon nom apparaissait dans les échanges. Il m'a rassuré en m'expliquant que l'utilisation de mon nom ne suffisait pas à créer une obligation de paiement. Sans signature, sans mandat ni engagement écrit de ma part, une simple phrase dans un email ne pouvait pas valoir garantie. En revanche, il m'a conseillé de réagir proprement, ne rien signer et ne rien payer tant que les créanciers n'avaient pas été identifiés clairement. Il a ajouté que si mon nom professionnel avait été utilisé pour rassurer un tiers, je pouvais envoyer une mise en demeure demandant que cela cesse. Il a tapoté une feuille et m'a interrogé sur la position de ma mère. J'ai baissé les yeux, avouant que je ne savais pas ce qu'elle savait. Le notaire m'a conseillé de commencer par là, tout en me prévenant de ne pas la laisser servir d'écran entre mon frère et moi. Le samedi matin, je suis allé chez ma mère. J'ai pris le métro puis le RER, avec une boule dans le ventre. Elle m'a ouvert en chaussons, avec son gilet bleu et ses cheveux attachés à la va-vite. La télé était allumée sans son. Sur la table, il y avait une assiette avec 2 biscuits secs et un courrier administratif qu'elle n'avait pas encore ouvert. Elle m'a demandé si je voulais un café. J'ai accepté. Elle a préparé 2 tasses. Ses gestes étaient petits, nerveux. Elle savait que je ne venais pas seulement pour purger les radiateurs. Je n'ai pas tout sorti d'un coup. Je lui ai demandé simplement si elle avait eu des travaux récemment, une histoire de chaudière, de local, ou quelque chose qu'elle aurait signé avec Thomas. Elle a froncé les sourcils, surprise, me rappelant que la chaudière dépendait de l'immeuble. Quand je l'ai interrogée sur un éventuel local à Alfortville, elle a regardé sa tasse. Elle m'a expliqué que Thomas avait un projet de repas pour des bureaux, qu'il pensait que ça pouvait marcher avec les entreprises locales. Je lui ai demandé si elle avait signé quelque chose. Elle a mis longtemps à répondre. Elle a fini par avouer avoir signé un papier, pas pour payer, mais pour l'aider à obtenir un devis et montrer qu'il avait de la famille derrière lui. Elle m'a dit qu'il était tellement inquiet qu'elle voulait juste qu'il arrête de l'être. Je me suis retenu de parler de moi. Ce n'était pas le moment. Ma mère n'était pas l'architecte du mensonge. Elle avait ouvert la porte parce qu'elle ne supportait pas de voir Thomas trembler devant. Je lui ai demandé si elle avait encore ce papier. Elle s'est levée et a ouvert le tiroir du buffet. Elle a fouillé, puis m'a donné une feuille pliée. Ce n'était pas une garantie formelle. Plutôt une attestation maladroite, où elle écrivait que Thomas était soutenu par sa famille dans son projet. Mon nom n'apparaissait pas, mais Thomas avait pu s'en servir pour broder autour.
Ma mère m'a regardé et m'a dit qu'elle ne voulait pas que l'on se déchire à cause d'elle. J'ai posé la feuille sur la table, en lui expliquant que ce n'était pas à cause d'elle, mais parce que Thomas mettait son prénom devant ses problèmes pour que personne ne regarde derrière. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a murmuré qu'il lui avait dit que c'était temporaire, et qu'elle avait cru son fils. J'ai répondu que moi aussi, et pendant beaucoup trop longtemps. Le dimanche était déjà prévu chez elle. Sandrine devait venir, Thomas aussi. D'habitude, j'aurais inventé un prétexte, ou j'aurais payé une partie pour calmer tout le monde avant le repas. Cette fois, j'ai envoyé un message clair dans le groupe familial, je venais dimanche avec les documents. J'ai précisé qu'aucun virement ne serait fait avant une discussion claire, et j'ai demandé à Thomas d'apporter les factures complètes ainsi que les coordonnées des créanciers. Thomas m'a appelé dans la minute. Je n'ai pas répondu. Il m'a écrit pour dire qu'on n'allait pas faire un tribunal familial quand même. J'ai répondu qu'il avait demandé à toute la famille de me juger, et que maintenant, toute la famille allait voir les papiers. Il a lu, a mis 2 pouces bleus, et n'a pas répondu. Le dimanche, je suis arrivé à 12h10 avec une chemise cartonnée sous le bras. Dans l'appartement, Sandrine était déjà là. Ma mère sortait les pommes de terre du four. Tout ressemblait à un dimanche ordinaire, sauf le silence. Thomas est arrivé en retard, prétextant un problème de RER. Personne n'a relevé que depuis chez lui, il ne prenait pas le RER. On a mangé presque sans parler. Ma mère touchait à peine son assiette. Sandrine me lançait des regards lourds. Au moment du fromage, elle n'a plus tenu. Elle a déclaré qu'elle trouvait ça triste d'en arriver à parler de papier autour d'une table et que, dans une famille, on ne réglait pas les choses comme des dossiers de chantier. J'ai essuyé mes mains avec ma serviette et j'ai répondu que, justement, les dossiers ne pleuraient pas pour éviter les questions. Thomas a pris la mouche, me demandant ce que ça voulait dire. Je n'ai pas haussé la voix. Je savais que si je criais, il pourrait se réfugier dans ma colère. Je voulais qu'il reste face aux faits. J'ai posé la chemise cartonnée sur la table et j'ai annoncé qu'on allait regarder les documents, et non mon interprétation. Sandrine a essayé de m'interrompre, mais je lui ai rappelé ce qu'elle avait écrit dans le groupe, l'argent révélait les vrais visages. Alors nous allions regarder calmement. J'ai sorti la première feuille, la capture envoyée par Thomas, agrandie et imprimée. Je l'ai tournée vers eux et j'ai pointé la ligne 3, lisant à haute voix la mention de la chaudière et de la mise aux normes d'un local. Thomas a bougé sur sa chaise, tentant de minimiser en parlant de simples formulations. J'ai sorti la deuxième feuille avec l'adresse d'intervention à Alfortville. J'ai bien précisé que ce n'était pas l'appartement de maman, mais un local commercial. Le visage de Sandrine a changé. Elle a demandé à Thomas ce qu'était cette adresse. Il a levé les mains, balbutiant que tout était lié et que si son activité démarrait, il pourrait aider maman et me rembourser. J'ai ensuite posé l'email de l'artisan sur la table, où Thomas affirmait que je suivais les travaux avec lui. Ma mère a murmuré pour me demander si je savais. J'ai répondu que non. Puis, j'ai montré l'attestation de l'artisan confirmant que je n'avais jamais commandé ni validé ses travaux. Thomas a pris un ton blessé, me demandant si j'allais vraiment l'humilier devant maman. Je l'ai regardé. J'ai failli flancher en voyant ses yeux rouges, mais j'ai repensé aux années de manipulation. Je lui ai répondu fermement que j'allais simplement arrêter de payer pour qu'il puisse continuer à mentir devant elle. La phrase est tombée sur la table. Personne n'a parlé. Thomas a essayé de se justifier, parlant de son projet, de son associé qu'il avait lâché. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait dit que c'était pour maman, il a regardé ailleurs et a avoué que sinon, je n'aurais pas aidé. Il venait de se trahir. Sandrine a baissé les yeux vers son assiette. J'ai continué. J'ai posé les relevés des virements passés pour montrer le schéma répétitif. J'ai expliqué lentement que je ne disais pas non à l'aide, mais non à payer à l'aveugle. J'ai clarifié que cette dette de 18 700 € n'était pas une dette familiale, mais le reste de son projet, et que je ne ferais aucun virement tant que mon nom serait mélangé à ces histoires. Thomas m'a accusé de lui mettre la tête sous l'eau. Je lui ai répondu que je sortais simplement la mienne. J'ai sorti la dernière feuille, annonçant que j'avais vu un notaire et que j'allais envoyer une mise en demeure pour que mon nom professionnel ne soit plus utilisé. J'ai précisé que je ne portais pas plainte pour le passé, mais que si quelqu'un utilisait encore mon métier ou ma signature comme garantie, je réagirais officiellement. Thomas a pâli, me demandant si je ferais ça à mon frère. Je lui ai rappelé qu'il l'avait déjà fait au sien, et que moi,
je ne faisais que le mettre par écrit. Ma mère a tendu la main vers les documents, demandant à tous les voir. Sa voix tremblait, mais elle ne regardait pas Thomas pour lui demander la permission. C'était peut-être le moment le plus important du repas. Thomas a soufflé, lui disant qu'elle n'allait pas comprendre. Elle a relevé la tête et lui a ordonné d'expliquer, pour une fois, sans dire que c'était temporaire. Il n'a pas su quoi dire. La suite n'a pas été spectaculaire. Thomas a fini par admettre par morceaux. Il avait loué ce local, signé des devis, et mélangé les factures avec des histoires autour de maman parce qu'il savait que c'était le seul moyen de me faire payer. Il avait pris l'habitude de transformer la confiance des autres en délai supplémentaire. À la fin du repas, Thomas est parti en disant qu'il avait besoin d'air. Sur le palier, je l'ai suivi. Je l'ai appelé par son prénom. Quand il s'est retourné, je lui ai dit que je ne lui souhaitais pas de couler, mais que je ne coulerais plus avec lui. Il a ricané amèrement. Je lui ai rappelé qu'il ne savait pas ce que cela coûtait d'être celui qu'on appelle toujours quand les autres ne veulent pas assumer. Il est descendu, et la porte de l'immeuble s'est refermée. Les semaines suivantes ont été étranges. Le groupe La Famille est devenu silencieux. Sandrine m'a appelé une fois pour admettre qu'elle avait peut-être parlé trop vite, ce qui, venant d'elle, ressemblait à des excuses. Thomas a dû affronter ses responsabilités. L'artisan a accepté un échéancier avec lui seul. Le local a été rendu. Il a vendu son scooter pour régler une première partie. Avec l'aide d'un avocat, j'ai envoyé une mise en demeure formelle pour interdire l'utilisation de mon nom. Thomas m'a juste envoyé un message pour dire que je n'avais pas besoin d'aller jusque-là. J'ai répondu que si. Pour les sommes qu'il m'avait réellement empruntées dans le passé, nous avons signé une reconnaissance de dette chez ma mère, avec des montants précis. Il a signé vite, la mâchoire serrée. Moi, je n'ai pas souri. Ce n'était pas une victoire, juste une porte qu'on ferme pour se protéger. Ma mère a changé aussi. Quand elle a eu une vraie fuite sous l'évier, elle m'a envoyé une photo complète de la facture, avec l'adresse et le nom de l'entreprise. J'ai payé directement l'artisan parce que c'était réel et clairement identifié. Personne ne tremblait. Personne ne parlait de honte. Quelques mois ont passé. Thomas m'a remboursé une première partie de sa dette officielle, parce que l'échéancier existait et que ma mère demandait maintenant des preuves plutôt que de fausses promesses. C'était moins chaleureux, peut-être, mais tellement plus sain. Les repas familiaux ont changé. Thomas vient moins souvent, et quand il est là, ma mère le regarde avec cette prudence douloureuse des parents qui aiment encore mais ne croient plus tout. Moi, j'ai terminé ma cuisine. Le plus dur n'avait pas été de dire non à Thomas, mais d'accepter que mon incapacité à fixer des limites m'avait coûté des années. Je n'ai pas cessé d'être le fils de ma mère, ni le frère de Thomas. Mais je ne suis plus le comte de secours de la famille. Un soir de printemps, ma mère m'a appelé pour me rassurer sur un remboursement administratif, précisant que je n'aurais rien à avancer. J'ai souri. Elle a hésité, puis m'a glissé que Thomas allait chercher un travail salarié pour se remettre à flot. Elle m'a demandé si j'étais encore fâché. J'ai regardé ma cuisine terminée, le plan de travail enfin dégagé. Je lui ai répondu que j'étais simplement moins disponible pour les mensonges, et que c'était différent. Elle a compris. Après avoir raccroché, j'ai remis le téléphone sur silencieux. Pas pour fuir, mais pour choisir quand répondre. Dans le calme de mon appartement, ça m'a paru être un luxe immense. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.